GLQ 1100, Géologie générale, chapitre 11, glaciaire, fluvio-glaciaire et glacial, module 9, le domaine fluvio-glaciaire. Je suis devant la sortie d'une caverne qui draine l'eau de fonte d'un glacier. Tôt le matin, il y a juste un petit ruisseau qui sort de cette caverne. Et la lumière du soleil qui diffuse à travers la glace illumine les parois de la caverne d'une belle couleur bleue. C'est presque magique. Pas besoin de lampe de poche pour aller dans cette caverne. C'est très tentant d'aller l'explorer. Il faut être prudent, parce que dès que le soleil commence à chauffer le dessus du glacier, le petit ruisseau peut rapidement se changer en un torrent qui occupe tout l'espace. Bienvenue dans le domaine du fluvio-glaciaire, le domaine des matériaux transportés et déposés par l'eau de fonte des glaciers. Allons dans les notes de cours. La figure que voici nous montre la situation. La glacière n'est pas encore terminée, on est encore pendant la glaciation. Donc, on a notre glacier ici, on est au devant du glacier. Et bien sûr, c'est un glacier tempéré. Hein? Donc, il y a fusion à la base. Le glacier peut couler sur son lit. Et c'est au moment où le glacier est en mouvement que se forme et se met en place le til de fond. On avait parlé de ça dans un module précédent. Et les terrains qui ont été soumis à cette action-là peuvent avoir des petites buttes allongées qu'on va appeler des drumlins. Maintenant, parlons de l'eau de fusion à la base ici. Ça va avoir tendance à se rassembler et se fusionner un tunnel vers la sortie du glacier. Une caverne sous-glaciaire, en quelque sorte. Et l'eau de fonte qui coule dans cette caverne va évidemment déposer des matériaux sur le plancher de la caverne. Ça va avoir tendance à progressivement boucher la caverne, mais l'eau de fonte va fusionner le toit de la caverne et le système va continuer jusqu'à temps que la glace fonde sur place. Et là, bien, va apparaître dans la plaine le lit du torrent qui va former un cordon de matériaux qui serpente dans la plaine. On appelle ça un esquerre. Maintenant, dans les basses terres, devant le glacier, on va voir plutôt un grand plan d'eau, hein, un lac proglaciaire. Et là, ben, l'eau de fusion va avoir tendance à étaler les matériaux pour former une plaine d'épandage. Un phénomène intéressant, il y a des blocs de glace qui se détachent du glacier, qui vont être flottés sur une courte distance sur ce plan d'eau et vont s'échouer. Et la suite de l'histoire, eh bien, les nouveaux sédiments qui sont apportés par l'eau de fonte vont tranquillement ensevelir ces blocs de glace-là. Quand la glaciation est terminée, les blocs de glace qui avaient été ensevelis dans les plaines d'épandage, ainsi que sur le petit delta que voici, vont devenir des dépressions qu'on appelle des kettles. La présence de kettles sur une plaine d'épandage ici indique son origine fluvio-glaciaire. Ça nous dit que la glace était très proximale au moment de la construction de cet amas de matériaux. Maintenant, on va parler d'autres formes d'accumulation qui ne sont pas représentées sur la figure que voici. On vient de parler de l'eau de fonte qui circule sur les glaciers et qui va mettre en place les esquerres. Mais il y a également de l'eau qui coule sur le dos du glacier. Et cette eau-là va former des petits chenaux. Mais à la faveur d'une dépression sur le glacier, il va y avoir des lacs temporaires qui vont se former. Ces lacs temporaires-là deviennent des pièges à sédiments pour les matériaux transportés par l'eau de fonte. Ces sédiments-là, qui sont de couleur foncée, hein, quand le soleil chauffe, eh bien, ces matériaux-là réchauffent et vont tranquillement fusionner la glace et le glacier va se percer de trous
à l'endroit où il y avait ces lacs-là. Eh bien, l'eau de fonte qui continue d'arriver va déverser des matériaux. Et là, ben, dans ces trous percés dans le glacier, ça va se remplir de sédiments transportés par l'eau de fonte jusqu'à une certaine hauteur. Jusqu'à temps que la glace se désintègre à cet endroit-là. Et là, ben, ça va laisser des petits butons sableux dans la plaine. On appelle ces butons sableux-là des cames. Un cam, c'est une butte de sable et de gravier accumulée au fond d'un lac temporaire qui s'est formé sur le dos d'un glacier. Après la fonte de la glace, ces fonds de lac deviennent des petites buttes de sable dans la plaine. Une autre accumulation de sable et gravier qui peut être intéressante dans un environnement fluvioglaciaire, c'est la terrasse de Cam. La terrasse de Cam, ça concerne les glaciers de montagne seulement. C'est la partie de l'eau de fonte qui s'écoule entre la bordure du glacier et la paroi de la vallée. Il y a des matériaux qui se déposent à cet endroit-là et ça va former des terrasses accrochées aux parois de la vallée. Et là, bien, ça ressemble beaucoup à les terrasses de rivières actuelles, sauf que ça s'en distingue par leur manque de continuité latérale. Quand ce sont des terrasses de rivière, c'est toujours à la même altitude sur une très grande distance. Ce n'est pas le cas des terrasses de Cam. Et en plus, les terrasses de Cam, eh bien, il peut y avoir occasionnellement présence de kettle. Allons voir des exemples de tout ça à l'aide de photos pour commencer. Voici un esquerre. Où est l'esquerre? Le voici. Donc, c'est notre lit de torrent qui s'est formé à l'intérieur d'une caverne. Et là, ben, la plupart du temps, c'est dans la partie la plus basse d'une vallée. L'eau, ça coule par gravité, donc ça a plutôt tendance à se rassembler sur les terres les plus basses. On va s'approcher un peu. Voici, maintenant, on marche sur un esquerre présentement. Vous voyez, ça serpente dans la plaine ici, tout comme le lit d'une rivière qui méandre dans la plaine. On voit au premier plan que c'est formé de sable grossier, de gravier. Il y a des matériaux un peu plus grossiers aussi à l'intérieur, là. On va regarder une autre vue quand on l'a poursuivi au loin. Regardez cet escalier-là s'amincit et traverse le lac qu'on voit ici, qui s'appelle le lac Brion. Regardez, les vagues du lac ont délavé le sable et ça a concentré sur place les matériaux plus grossiers, soit les graviers et les cailloux. On remarque que ces matériaux sont bien arrondis. Eh bien, c'est typique de l'environnement fluvio-glaciaire. Alors que l'environnement glaciaire produit des matériaux qui sont anguleux et subanguleux, l'environnement fluvio-glaciaire, à cause du transport souvent violent, va arrondir les matériaux. Et la forme la plus typique, là, c'est la forme subarrondie qu'on voit un peu partout. On revient dans la région de Montréal. On est à Saint-Élie-de-Claxton, dans une sablière qui exploite un ancien esquerre. Et là, ben, j'attire votre attention sur la strate que voici. Regardez, c'est uniquement formé de gros blocs jointifs. Eh bien, pouvez-vous vous imaginer la vitesse de l'eau qui a produit cette strate-là? On se souvient, dans le chapitre sur l'eau, on avait vu un diagramme qui montrait la relation entre la vitesse de l'eau et la taille des particules transportées, le diagramme de Yellowstone. Et là, bien, on a une strate où, au moment où elle s'est formée, uniquement les blocs se déposaient, les cailloux, les graviers, le sable et les fractions plus fines demeuraient en suspension. Eh bien, vous pouvez vérifier vous-même que ça commande des vitesses de courant qu'on n'a jamais dans les rivières. C'est juste dans un environnement d'esquerre
ou quand l'eau coule en canalisation, on peut avoir des pressions où c'est de l'eau là, dans des canalisations forcées, qu'on pourrait dire. C'est typique d'un environnement d'escalade, ce qu'on voit ici. Maintenant, une photo pour illustrer le phénomène des kettles. Regardez, on a une vaste plaine d'épandage. On est revenu à la baie James. Ici, on est à l'étape, on faisait l'exploration pour trouver les matériaux pour les infrastructures qui ont été bâties. Et là, bien sûr, cette forme deltoïde-là a été rapidement repérée vu sa grande taille. Il y a un fort contraste de végétation entre la zone sableuse et le reste du paysage. C'est dû au fait que sur le sable sec, ici, on a une forêt de pins et avec tapis de lichen. Alors qu'au loin, où les sols sont plus humides, c'est une forêt d'épinettes beaucoup plus foncée avec un tapis de sphène. Donc, c'est très facile de délimiter la surface. Mais pour avoir le volume de sable, il faut être capable de mesurer l'épaisseur. Et là, bien, quelle chance! On a des kettles. Regardez, il n'y a pas d'entrée et de sortie hein, ici. Hein, c'est juste comme un affleurement de l'eau souterraine. Ça veut dire que le trou est assez profond pour qu'on atteigne le niveau de la nappe phréatique. Donc, ça indique le niveau de la saturation de la porosité du sable ici, dans cet amas de sable-là, ici. On peut vérifier que l'altitude du plan d'eau ici et l'altitude du plan d'eau ici, c'est à peu près la même chose, à très peu de choses près. Bien sûr, ça communique par la porosité à l'intérieur ici. Donc, quand on fait une exploitation de sable, il faut s'arrêter 1 mètre avant la zone saturée. Eh bien, on a juste eu à mesurer le dénivelé qu'il y a entre la surface du terrain ici et le niveau de l'eau. On soustrait 1 mètre et ça donne l'épaisseur qu'on peut théoriquement exploiter, mesurée par la surface. Et voilà le travail. On a le volume de sable estimé dans cette accumulation. Maintenant, on va aller voir des exemples à l'aide de Google Earth. Bon, et je remonte en altitude, là. On va commencer par regarder le nord en haut. On va commencer par regarder un simple exemple d'escale. Voici la chose. Regardez, c'est quand même assez facile à identifier. Hein? Et là, ben, on peut l'explorer un peu. Regardez, c'est sinueux. De temps en temps, ça devient plus élevé, un peu plus bas. Ça peut momentanément s'interrompre. Et ça reprend ici. Et ça se continue sur une grande distance. On va aller en regarder un autre. On va être à la limite du Québec-Labrador cette fois-ci. Dans les régions nordiques, le sable et le gravier là, supportent une végétation différente des terrains humides autour. Et il y a toujours un grand contraste là, entre ces formes-là et le reste du terrain. Donc, regardez ici, l'escale disparaît sur une certaine distance, reprend ici, et ça se continue. Petit truc, quand vous cherchez du sable et du gravier dans des escales, quand ça devient très large, c'est plutôt sableux. Mais quand c'est comme ici, là, étroite et avec des côtés escarpés, c'est là que ça devient très graveleux. On poursuit jusqu'à la sortie et vous allez voir, ça se termine en une plaine d'épandage. On voit des chenaux qui s'entrecroisent avec des petites dépressions ici et là. Ce sont des kettles, tels qu'on avait montré sur la figure tantôt. Maintenant, on va regarder un exemple de delta fluvio-glaciaire. On s'attend d'y voir des kettles.
Si je me place un petit peu comme ça, ici, regardez, c'est la vallée, là, où, qui était occupée par un glacier, et un delta s'est formé ici. Et si je me remets en vue un petit peu publique ici, eh bien, on voit les dépressions qui montrent l'origine fluo-glaciaire de cette accumulation-là, ici. Maintenant, on va avoir un dernier exemple de terrasse criblée de Kettle, pour que vous ayez bien ça dans l'œil. Regardez, on a un beau replat ici, sableux mis en place par de l'eau de fonte, et c'est plein de dépressions. Les terrasses plus basses en ont pas. Bon, eh bien, la terrasse la plus élevée ici, eh bien, la glace était tout près au moment où cette accumulation-là s'est faite. Et la suite de l'histoire, bien, les glaciers se sont retirés de la région. L'eau a continué d'éroder le terrain et l'ancienne terrasse ici a été partiellement érodée. Les nouvelles terrasses, eh bien, pas de iceberg là, pour laisser ces petites dépressions-là qu'on appelle des kettles. Maintenant, on va terminer avec un champ de cam. Je n'ai pas de beau cam à vous montrer au Québec. C'est toujours une petite butte isolée, là. Et je n'ai pas trouvé de vue intéressante dans Google Earth. Mais ici, un endroit bien connu, en Saskatchewan, c'est un champ de cam. Donc, ce sont des petites buttes sableuses. Comme c'est du matériel poreux, regardez, les formes sont toutes bien douces. Ils peuvent se former des chenaux, mais ils sont toujours très larges. C'est jamais raviné comme des buttes de tille. Eh bien, ce sont des exemples de cam qu'on regarde ici. Bon, eh bien, ceci complète ce module 9 sur le domaine fluvio-glaciaire.